Excusez. Voilà. Merci de votre fidélité, de votre patience. Nous arrivons à la dernière heure. J'invite ceux qui vont participer à la dernière table ronde avec lesquels on va partager, on va réfléchir. Sophie Vaniche, Olivier Hill et Bernard Lahire à me rejoindre. Alors, cette dernière table ronde, c'est une table ronde à l'image de ces 6 heures où nous avons voulu prendre le temps de penser ensemble, d'échanger, de réfléchir. C'est une table ronde pour répondre à une personne en particulier. Une personne qui a expliqué que justement, il ne fallait rien expliquer, qu'il ne fallait rien chercher à comprendre. Je suppose qu'il y a des enseignants ou des enseignantes, en tout cas des éducateurs parmi nous. Et au fond, ce que nous partageons, nous journalistes, avec l'idéal de l'enseignement, c'est justement cette idée de l'université populaire, justement de la compréhension. Comprendre, ni rire ni pleurer, mais comprendre pour mieux agir. Et donc c'est de cela dont nous allons parler dans cette troisième table ronde, dans cette dernière table ronde, en réponse à cette injonction qui est digne des pires pouvoirs les plus réactionnaires, cette interdiction de penser, cette haine des causes, notamment de la sociologie, notamment de l'histoire. Alors nous allons faire justement avec une historienne, Sophie Vaniche, qui est directrice de recherche au CNRS. Nous allons le faire avec un politologue qui est aussi local de l'étape, Olivier Hill, qui a été directeur de Sciences Po Grenoble et qui est professeur à l'IUP de Grenoble justement de sciences politiques. Et nous allons le faire avec Bernard Lahire, une historienne, un politiste, un troisième larron, un sociologue. Bernard Lahire, qui lui enseigne à l'École normale supérieure de Lyon et qui vient justement de publier aux éditions La Découverte un livre intitulé « Pour la sociologie » et sous-titré ainsi « Et pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse ». Et donc, Bernard Lahire, d'abord, je voudrais que vous expliquiez comment vous est venue l'envie de faire un livre bref. Vous faites des livres très costauds, très amples, avec beaucoup de références, très pédagogiques. Et là, tout d'un coup, vous êtes sorti de ce registre face à ce discours qui a été décrété d'en haut, qui est celui de Manuel Valls. Oui, alors j'ai écrit le livre avant que Manuel Valls prenne la parole. Ah, mais vous avez anticipé. Malheureusement, hein, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, que les attentats n'arrivent pas et qu'on ne reparte pas dans le cycle infernal qui consiste après un crime, un attentat, etc., à avoir des discours qui veulent arrêter l'explication, veulent arrêter l'interrogation. Ça fait à peu près 15 ans que monte cette expression culture de l'excuse, excuse sociologique. Et on a effectivement récemment plusieurs occurrences de ce discours-là dans la bouche du Premier ministre, avec l'idée que expliquer, c'est excuser, ou bien excuser et expliquer, il y en a assez. On ne sait jamais si l'explication est en elle-même une excuse. Enfin bon, tout ça est très confus. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on travaille sur les conditions historiques, sociales, d'apparition de ce que nous vivons. Alors, il faut quand même se méfier. Je pense qu'ils disent nous ne voulons pas d'explications parce qu'ils en ont donné. Ils veulent qu'on arrête d'expliquer autrement que la version officielle. Par exemple, on a entendu, après les attentats au Bataclan, à Paris, plus généralement,
c'est le mode de vie français qui est attaqué. C'est-à-dire que immédiatement, on a une explication. Je ne dis pas qu'elle est fausse, je n'en sais rien. Comme chercheur, je dis, allons voir, regardons ce qui s'est passé. On peut douter sur le mode de vie français parce que ces attentats, ils existent aussi dans les pays arabes et que ce n'est pas le mode de vie français qui est attaqué là-bas. Bon, en tout cas... On peut dire juste au passage que le plus grand nombre de victimes faites par l'organisation dite État islamique dans le monde, ce sont d'abord des musulmans dans ce monde arabe lui-même. Absolument. Et donc, ils veulent qu'on arrête l'explication parce qu'ils en ont déjà donné et que ça suffit pour eux pour justifier la deuxième étape. C'est la guerre, la mise à l'écart, la traque, etc. C'est ça, la logique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à analyser parce qu'on se dit, au fond, un ministre, Premier ministre, qui se dit de gauche, a une conception du monde social qui est un monde qui ne se transforme pas. Il faut chercher le bien, il faut chercher le mal. Quand on a trouvé le mal, il faut l'enlever. Destruction du mal, et on a réglé le problème. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche dans le monde social. Si vous enlevez de la délinquance à un endroit, vous enlevez un chef, par exemple, eh ben, il y a d'autres chefs qui vont arriver. Si vous enlevez un début de réseau, le réseau va se reconstituer. Parce que, évidemment, les mêmes conditions produisent, engendrent en permanence les mêmes effets. Donc, c'est une vision qui est un peu fixiste. On a quelque chose comme un monde social avec des scories, il faut nettoyer, hein, on l'a dit au Karcher à une époque, il faut retirer les choses qui sont des tâches, alors que les sciences sociales, qu'on désigne souvent comme irresponsables. On est des intellectuels, on est un peu irresponsables d'étudier tout ça, alors que le plus important, c'est quand même de faire la chasse aux terroristes. Oui, alors regardons de près un peu ce que ça fait. C'est-à-dire que si on est uniquement dans la logique de repérer le mal, on n'a que deux solutions, la guerre, la mise en prison. Destruction, mise à l'écart. Les sciences sociales, elles permettent quoi? Alors, les sciences sociales au sens anthropologie, histoire, sciences politiques, sociologie. Bon, toutes ces sciences-là, elles remettent les choses dans l'histoire. Elles contextualisent, elles relient des actes à d'autres actes. Elles pensent des histoires individuelles comme des histoires collectives. On nous renvoie toujours à « c'est la faute à la société, c'est la faute au système ». Je ne connais pas un seul sociologue qui tient un discours pareil. Pas un. Ou alors un très mauvais. Donc je ne l'ai pas lu. Mais nous ne parlons pas comme ça. On n'a jamais dit que c'était la faute à la société, etc. Or, on nous rabat à un moment donné sur une logique qui est la logique du tribunal. C'est-à-dire que si on commence à expliquer, c'est qu'on voudrait commencer à excuser les gens qui ont commis ça. Là aussi, je ne connais pas un chercheur en sciences sociales qui me dise je comprends. J'essaye de comprendre les terroristes parce que je suis de tout cœur avec eux. Il faut quand même être un peu bizarre pour penser des choses pareilles. Donc, très clairement, je pense que nous devons faire notre travail, que la liberté d'expression qu'on n'a pas cessé d'évoquer, d'invoquer depuis janvier, ça n'est pas que la liberté de caricaturer, c'est la liberté d'expliquer. C'est la liberté d'analyser, c'est la liberté de contester les explications que le pouvoir nous donne. Et si je propose dans l'ouvrage que vous avez cité l'enseignement des sciences sociales dès l'école primaire, ce qui peut paraître provocateur, mais on a déjà de l'histoire et de la géographie dès l'école primaire, c'est parce qu'il faut former des citoyens qui prennent l'habitude de regarder le monde avec distance, d'aller chercher des informations fiables et de faire de l'interprétation qui ne soit pas de l'interprétation sauvage. C'est ce qu'on appelle un esprit scientifique. On l'apprend aux enfants pour la matière, pour la vie, et il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas en tant que chercheur en sciences sociales. Bernard Lahire, avant de continuer le tour, est-ce que vous avez... Quel serait le précédent
sous un pouvoir se réclamant normalement de l'histoire progressiste. Hein, on dit souvent qu'est-ce qui distingue, quelles que soient les étiquettes des gens qui veulent faire changer un peu la société des conservateurs. Il y a ceux qui disent s'il y a un désordre, il faut qu'il cesse tout de suite, fût-ce au prix d'une nouvelle injustice. Et il y a d'autres qui disent s'il y a un désordre, eh bien, il faut essayer de comprendre quelle est l'injustice qui est derrière pour le faire cesser durablement, alors que la nouvelle injustice va recréer du désordre. Et donc, quel est le précédent? Parce que dans l'état de sidération dont cette journée du 7 février est faite pour que nous en sortions durablement et qu'elle fasse d'autres réunions ailleurs, y a-t-il un précédent qui vous vient à l'esprit où, sous un pouvoir se réclamant de l'histoire du progressisme français, il y a eu, par ses porte-paroles, une telle injonction de ne plus penser, une telle pédagogie anti-pédagogique, contre l'enseignement, parce que qu'est-ce que font des enseignants? C'est d'expliquer qu'il faut comprendre le réel. Est-ce qu'il y a un précédent? Alors oui, il y a plusieurs précédents, et notamment au PS. Le colloque... Au Parti socialiste français, vous voulez dire? Oui. Le colloque de Villepinte, qui a été analysé comme un tournant sécuritaire et présenté d'ailleurs par les promoteurs comme ça. J'ai trouvé des phrases de Lionel Jospin, d'Élisabeth Guigou et d'autres qui tiennent exactement, dès cette époque, le même type de discours. De manière moins caricaturale ou... Non. Ils disent on a trop souvent essayé d'expliquer alors qu'il faut rappeler les gens à la responsabilité individuelle. Et là, on voit qu'ils s'approprient toute une philosophie de la responsabilité individuelle qui était plutôt à droite, en disant si on ne renvoie pas les individus qui commettent des crimes. Alors à l'époque, ce n'était pas des attentats, c'était des crimes. C'était des actes délinquants, etc. Mais si on ne les ramène pas à leur responsabilité individuelle, alors on les excuse. Donc cessons d'expliquer. Il y a déjà l'idée d'excuser à travers l'explication, très clairement chez Jospin et Guigou, par exemple, que je cite, hein, on peut voir les citations. Et du coup, ça vient de là déjà. Et ça a été précédé aux États-Unis. Alors, sous Reagan, mais aussi Obama tient des discours de ce type-là. Il peut dire dans la même phrase « Je sais que vous, les Noirs américains, vous aurez plus de chances de rencontrer de la pauvreté, de vivre dans des mauvaises conditions, de rencontrer la drogue, etc. Mais vous n'avez aucune excuse pour échouer scolairement, pour ne pas suivre comme les autres l'école, etc. » Bon, c'est-à-dire qu'à la fois, on reconnaît qu'il y a des problèmes et en même temps, on les déréalise immédiatement en disant « n'empêche que votre destin est entre vos mains ». C'est une vision libérale. Donc, on le trouve chez les démocrates, on l'a trouvé, ce type de discours, chez les gens du PS depuis la fin des années 90, au moins. Et c'est aux historiens peut-être à dire, ou aux politistes, s'il n'y a pas encore des choses beaucoup plus anciennes, hein, des apparitions de ce genre de discours. Mais voilà, c'est une forme d'arrêt d'explication pour pouvoir avoir les mains libres pour punir, pour juger et punir. Et nous sommes les grains de sable qui viennent enrayer cette machine-là. Alors moi, je suis très content d'être ce grain de sable avec mes collègues et qu'on fasse ce travail-là, qui est normal, qui est calme. Nous sommes calmes. Voilà. Moi, je trouve que... Alors c'est peut-être la dernière chose que je veux dire, je ne veux pas prendre trop de temps, mais les chercheurs sont des gens extrêmement calmes. J'ai entendu Manuel Valls, alors que le discours était déjà très anxiogène, la situation était anxiogène, nous dire que... les Français avaient raison d'avoir peur et qu'on pouvait même avoir peur d'attaques bactériologiques. J'étais très étonné qu'on remette de l'acide sur de la blessure. Je ne crois pas que ce soit très responsable de faire ça. Les chercheurs, au contraire, sont très calmes. Ils travaillent. Il y en a beaucoup qui travaillent depuis très longtemps sur des questions qui pourraient éclairer tous nos responsables politiques. On ne les consulte pas, on ne les lit pas. Quand on les consulte, on s'en fiche.
Il y a un vrai problème, c'est un déni démocratique, je pense. Olivier Hill, on s'était rencontrés à l'occasion d'un de vos livres qui avait pas mal dérangé quelques certitudes. J'espère qu'on ne va vexer personne. Il peut y avoir des gens qui ont la Légion d'honneur de manière très honorable, hein, y compris dans cette salle. Mais ce livre s'appelait « Le mérite et la République », essai sur la société des émules. C'était cette façon dont, au fond, depuis 2 siècles, la République crée des hiérarchies par le jeu des distinctions, des clientélismes, etc. Ma question, par rapport à cette fermeture, cette clôture dont témoigne notre rencontre, les gens qui ont parlé depuis 16 heures aujourd'hui expriment tout ce qui s'exprime dans la société, ceux qui sont experts de nos propres vies. Les défenseurs des droits de l'homme, bon, le défenseur des droits, Jacques Toubon, n'a pas pu venir. Christiane Taubira, j'ai tout fait pour qu'elle vienne, elle n'était pas là. Mais la Commission des droits de l'homme, mais Amnesty International, mais Human Rights Watch, mais tous ceux que vous avez entendus sont ceux qui disent on ne peut pas continuer dans ce chemin. Alors je m'adresse aux politistes. Comment expliquer ça ? Puisque ce n'est pas lié à une seule personne, vient de nous le dire Bernard Lahire, c'est la bulle du pouvoir. C'est le trauma d'un pouvoir qui perd totalement contact avec la société au point de lui dire « ne me dérange plus avec tes questions ». Oui, quand des personnes, hommes et femmes d'études, prennent du temps à ouvrir des livres, à regarder les choses avec un peu de distance, c'est pas seulement pour perdre du temps ou pour accomplir une espèce de petit plaisir personnel. C'est aussi pour utiliser pleinement une chance immense, qui est celle de pouvoir reconstituer sur le temps long des processus, des cheminements, des transformations que souvent dans nos vies agitées, collées à l'événement, on ne parvient plus à analyser. Et là, ce que l'on voit depuis plusieurs années, c'est effectivement un processus de décomposition de la Ve République. Processus de décomposition qui se traduit, de mon point de vue, par un tournant autoritaire que nous avons pu évidemment à Grenoble sentir dans un fameux discours du 30 juillet 2010, qui était l'annonce de ce que nous vivons aujourd'hui. Je rappelle que la déchéance de la nationalité y était proférée au milieu de toute une série de mesures. Hein. Et le texte exact, parce que je vais être précis, du chef de l'État à l'époque, c'était au lendemain d'un fait divers particulièrement tragique au Casino du Riage, c'était de dire nous allons organiser la déchéance de la nationalité pour tout Français d'origine étrangère ayant porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou de gendarmerie, etc., etc. Et donc, ce mécanisme dans lequel nous sommes, bien sûr qu'il est accéléré par les attentats de Paris, par la situation géopolitique, par les menaces intérieures et extérieures qui pèsent sur la France. Mais c'est aussi, j'en suis persuadé, un élément qui est beaucoup plus ancien. Je rappelle que nous en sommes à notre 8e application de l'état d'urgence depuis la loi d'avril 1955. 8e, c'est vous dire, c'est quand même, hein, c'est pas quelque chose qu'on découvre là. Et nous en sommes maintenant à des signes qui sont, et Bernard Lahire l'a évoqué, de plus en plus inquiétants lorsqu'on les regarde de près, et notamment avec ce recul. Qui eût imaginé un instant qu'après la tartufferie de la princesse de Clèves par l'ancien chef de l'État, qui, comme ça, d'un geste, semblait condamner les lettres à une espèce d'abomination, à une sorte d'inutilité sociale, on allait entendre de la part d'un Premier ministre dit de gauche une condamnation, cette fois de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Mais c'est absolument inouï. Comment on peut, à ce point, être maintenant en méfiance à l'égard du monde des arts, de la presse, des associations, et du monde de la pensée, du monde des laboratoires de recherche, des universités, où on forme les générations qui vont nous succéder. Or, nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans une situation où, lorsqu'on s'amuse à découper dans les journaux, à organiser des chemises sur tel et tel sujet, corruption, clientélisme, etc., on a le sentiment effrayant, et j'espère que c'est un sentiment faux, un sentiment qui tient à une subjectivité un peu comme ça, anxiogène ou inquiète, mais on a le sentiment que les chemises s'agrandissent, s'alourdissent, que les phénomènes sont de plus en plus dramatiques, bref, que une sorte de dégénérescence atteint au cœur un système qui est celui de la Ve République. Et qu'est-ce que c'est que ce système ? Ce système, on le sait. C'est un système qui est né d'un coup d'État, ou assimilé, qui est né de la volonté d'un général de
monarchiser la République, qui est né de toute une série d'abandons dans la tradition politique, intellectuelle, sociale de ce pays. Et ça serait très long, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure rapidement, mais on a lâché toute une série d'exigences qui étaient les nôtres en matière de liberté de la presse, en matière d'exercice de la justice. Aujourd'hui, par exemple, on en est à revendiquer l'exercice de la justice par le juge administratif comme une espèce de critère de réussite, d'excellence, au nom d'une efficacité, d'une rapidité de jugement, d'une sûreté. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui frappe. Et qui frappe surtout lorsque... Et je voudrais préciser que le juge administratif est encore moins indépendant, le parquet n'étant soumis... Bien sûr. Mais il est totalement au cœur, c'est comme si l'État se jugeait lui-même en permanence. Le juge administratif dont la juridiction d'appel, si je puis dire, et le Conseil d'État, est à la fois conseil de l'État, largement nommé d'ailleurs pour une part par l'État, c'est-à-dire par les majorités qui parlent en son nom. Le droit de nomination a été augmenté depuis les années 80. Et en plus, qui juge les affaires des tribunaux administratifs. Donc si vous voulez, c'est un système qui présente, du point de vue des principes, moins de garanties qu'un juge judiciaire. J'ajoute qu'il compose souvent les cabinets ministériels quand il n'est pas au Conseil d'État. Donc c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on soumet nos causes à ceux qui, au fond, sont les gardiens d'abord du pouvoir exécutif. Alors, ce qui est très frappant, c'est que, et je voudrais intervenir sur ce point ici, à Grenoble, nous sommes là en train d'élaborer collectivement, et Mediapart et la ville de Grenoble s'y sont employés, et je vais les en féliciter, une sorte de troisième discours de Grenoble. Je dis bien troisième, parce que je vais revenir sur le premier, qui est totalement oublié. Et à mon avis, nous faisons écho à celui-ci. Ce discours collectif, lié à la vitalité des associations, qui exprime les sociétés civiles, est là pour effacer, en tout cas c'est mon vœu, celui du 30 juillet dont nous avons parlé, du chef de l'État venu expliquer sa conception des rapports entre nationalité, sécurité et immigration. Mais le premier discours de Grenoble, celui qui, jusqu'au discours de Sarkozy, était présent dans tous les manuels, dans tous les récits que l'on pouvait faire, c'était celui du 26 septembre 1872, prononcé par Léon Gambetta, dans un contexte très précis, ici, invité par le maire, à l'époque il ne s'appelait pas Éric Piolle, c'était un conseiller municipal, Édouard Ray, et ce commis voyageur, au lendemain de la guerre, au moment de l'ordre moral, dans des circonstances qui étaient très proches. C'est extraordinaire de relire ce texte, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est un bonheur. Il réclamait quoi? La fin de l'article 291 du Code pénal, c'était exactement celui qui est aujourd'hui réactivé en matière de liberté, par exemple, de réunion, qui réclamait une liberté de manifestation, de presse, etc. Toute une série de droits essentiels au cœur des libertés publiques. Et Léon Gambetta était venu les réclamer ici, à Grenoble. Et c'est ce discours-là que j'aimerais beaucoup que l'on retrouve dans notre mémoire collective, surtout ici à Grenoble. Vous avez rappelé que je suis un régional de l'État. C'est peut-être parce que, n'étant pas né à Grenoble, comme beaucoup, on le sait ici, on réactive un peu plus, venu de l'extérieur, les vérités de ce territoire. Mais c'est ce discours-là dont il faudrait se souvenir, qui est un discours profondément républicain, un discours qui a eu un impact considérable. Et pour finir, vous avez évoqué les décorations, mais parmi les signes quand même de ce malaise qui s'installe, de ce sentiment d'une conflictualité croissante, il peut y avoir une bonne conflictualité, puis il y en avoir une mauvaise, on va y venir. Mais tout de même, des choses qui étaient impensables il y a 30 ans sont devenues possibles aujourd'hui et sont totalement banales. Que des syndicalistes soient décorés, des journalistes viennent recevoir la rosette, que des magistrats en exercice ou des députés juste après l'exercice de leur mandat puissent être de la main des détenteurs du pouvoir exécutif décorés. Imaginez cette scène de ce magistrat qui instruisait le dossier des Hauts-de-Seine, le dossier qui a tellement embarrassé le RPR, recevoir la distinction de la Légion d'honneur des mains du président, c'est-à-dire de celui précisément sur lequel il enquêtait. Vous imaginez ce genre de situation? On a parlé du Chili. J'étais au Chili en décembre. Vu de très loin, la France ressemble de plus en plus à une république qui se meurt, à une république qui se corrompt, à une république qui s'affaisse. Et souvent, quand on vit dans cette ambiance, on ne le voit pas nécessairement avec la même force. Parce que de petites lâchetés ordinaires, à quelques reculs insensibles, à quelques abandons hebdomadaires, on finit au fond par se retrouver dans cette situation que l'on mesure beaucoup plus
dès qu'on prend un peu de recul ou de distance. C'est la parabole de l'escalier déjà citée. Pour le dévaler, il n'y a que la première marche qui coûte. Et après, floum, jusqu'en bas. Sophie Vanish, je m'adresse donc à l'historienne de la longue durée. Dans vos travaux, il y a 2 domaines, mais beaucoup d'autres, qui se croisent avec notre journée d'aujourd'hui, notre autre discours de Grenoble. D'abord, votre œuvre fondatrice sur la figure de l'étranger, à l'origine de la scène républicaine, la scène révolutionnaire, l'étranger, la figure de l'étranger dans la Révolution française. Mais un autre domaine qui est moins connu de vos recherches et qui touche à justement ce climat actuel. J'ai parlé des lapins dans les phares, de la politique de la peur. Vous travaillez en tant qu'historienne sur cette matière très insaisissable qui est ce qu'on pourrait appeler, ou que vous appelez, l'émotion et le sensible. Hein, comment on peut gouverner par les émotions. D'ailleurs, ça rejoint les travaux d'un récent entrant au Collège de France, Patrick Boucheron, qui a travaillé ce thème de la peur au cœur de la Renaissance. Et donc, mon interrogation, c'est un peu votre regard sur ce que signifie cette nouvelle figure du politique, au-delà de ce que nous contestons de son action. Nouvelle figure du politique. Je ne sais pas s'il s'agit d'une nouvelle figure du politique avec les émotions. Ce qui me paraît intéressant en ce moment, c'est le fait que, de la même manière qu'il y a un déni de la sociologie, il y a un déni de la nécessité d'avoir une perspective historique pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et que de ce point de vue-là, pour pouvoir apaiser un espace public dans la période révolutionnaire, on pensait qu'il était souhaitable d'avoir des institutions civiles, celle qu'a étudiée aussi Olivier Hill, qui permettent de rassembler les citoyens de manière à ce qu'ils puissent assumer la conflictualité politique d'une manière assez aiguë. Et donc il y avait une articulation très forte entre institutions d'apaisement et conflictualité politique. Et c'est l'équilibre entre les deux qui permettait à une société de pouvoir effectivement être démocratique, donc assumer sa conflictualité, et en même temps être unie, c'est-à-dire disposer de ces institutions qui lui permettaient de se reconnaître comme participants d'une même société. Aujourd'hui, ce qu'on constate quand on voit la place qu'occupe l'histoire, c'est qu'en fait, eh bien, on fait disparaître ce qui était le fondement de l'institution civile pour les révolutionnaires, et en particulier pour certains d'entre eux qui étaient les plus radicaux. Je pense à Saint-Just, à Robespierre, à Grégoire, qui considéraient que l'histoire comme telle, le récit historique, était une institution civile, c'est-à-dire que c'était le lieu où les citoyens pouvaient à la fois s'informer sur le passé, se donner des lumières pour le présent, et pouvoir inventer en prenant appui sur le courage de leurs prédécesseurs. Donc ce que disait Saint-Just, c'est qu'il ne faut rien négliger de l'histoire, mais il ne faut rien imiter. Pour ne rien négliger, ça suppose d'avoir un savoir historique assez important. Aujourd'hui, le savoir historique de nos dirigeants est nul. Je le dis d'expérience. Dans les différentes actions politiques proposées, d'expérience immédiate. Laissez-moi finir. Je n'ai pas essayé, j'ai constaté. J'ai écrit à mon député pour lui dire, rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire, réfléchissez-y à plusieurs fois, peut-être à 7 même. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux à constitutionnaliser une loi comme celle de l'état d'urgence et à s'inscrire dans la durabilité d'un régime autoritaire. Et il m'a répondu qu'il y avait là un fantasme qui n'était plus de son âge, et que de toute manière la loi existait déjà et qu'au pire ce serait inutile. Et que j'étais bien placée en tant qu'historienne de la Révolution pour savoir que la déchéance de nationalité venait de cette période. La nationalité, c'est un mot qui n'existe qu'à partir de 1797. Donc c'est sûr, c'est pas 1799, on est encore un peu en révolution, mais enfin on n'est plus vraiment en révolution. C'est déjà le directoire, le pouvoir exécutif qui domine, etc. Il n'y a pas à proprement parler de déchéance de nationalité, mais d'indignité nationale, comme sous la 4e République. Et la déchéance de nationalité, c'est Vichy. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qu'il montrait, c'est qu'il ne connaissait pas l'histoire de la hiérarchie des normes. Et effectivement, une loi
eh bien, ce n'est pas la même chose qu'un élément de la Constitution. Et donc la manière dont les révolutionnaires français avaient hiérarchisé les normes et avaient considéré qu'il fallait que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui aujourd'hui fait partie du bloc constitutionnel et qui est supposée diriger la manière dont on organise les lois, eh bien, était supposée diriger déjà les lois et est contraire à la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Donc il y a là une méconnaissance du droit, de l'histoire, de l'histoire à la fois de la Révolution, de Vichy, de la 4e, et surtout, ce que je constate, une espèce de blocage sur un pur présent qui fait que le mot République lui-même ne renverrait qu'à la Ve République, voire à nos quelques dernières années de la Ve République. Et donc on dit la République en ne pensant que les institutions de la Ve, c'est-à-dire sans réfléchir le fait que cette Ve République a été imposée dans un contexte qui n'était vraiment pas brillant et qui est une république qui a imposé une hiérarchie des pouvoirs qui était la primauté au pouvoir exécutif, qui est un pouvoir autoritaire. Le pouvoir exécutif est toujours autoritaire. Les grands moments de révolution sont les moments où c'est le pouvoir législatif qui réinvente et qui contrôle et qui soumet à sa manière d'agir le pouvoir exécutif qui ne doit être qu'un exécutant. Et puis, pour contrôler tout ça, on a du pouvoir judiciaire qui, normalement, doit avoir la plus grande liberté pour pouvoir agir et réellement pouvoir contrôler aussi les excès du pouvoir législatif quand il existe. Donc, il y a quelque chose dans cette manière de ne tenir que le présent de la République actuelle qui fait qu'on oublie que la République a longtemps été un mot conflictuel. Aujourd'hui, il est récupéré comme si c'était la fin du communisme. Je m'explique. La fin du communisme, c'est quoi? C'est l'affirmation qu'il n'y a plus qu'un seul monde possible, le monde libéral, et une unité qui efface toute conflictualité nécessaire. La fin de la République ou la fin de la Révolution, c'est l'affirmation qu'on peut avoir ce mot République parce qu'il n'est plus du tout conflictuel, que les ralliements ont été successifs, mais qu'au cours de ces ralliements successifs, qui commencent avec le ralliement des catholiques, et on a vu qu'un certain catholicisme, je ne dis pas tous les catholiques, mais un certain catholicisme est profondément anti-républicain, car la loi Taubira sur le mariage pour tous, c'était l'approfondissement d'une conception républicaine de la civilité, et qu'elle a fait son discours entièrement là-dessus, sur la prolongation de 89. Et donc il y a quelque chose dans la République qui, par les ralliements successifs, par les usages successifs, par la banalisation du terme, l'a vidé de sa compétence à affirmer la conflictualité politique. Si on ne réussit pas à redonner de la conflictualité à la République, elle est effectivement perdue. Mais qu'est-ce qu'on perd en perdant la République et en perdant sa conflictualité? On perd l'histoire longue de l'émancipation et en particulier l'histoire longue du mouvement ouvrier. C'est pas simplement l'an 2. Ça, c'est l'histoire de l'émancipation, l'an 2, la première République. Celle qui permet de dire, pas simplement qu'on va se passer droit, parce que ce n'était pas le principe majeur de la République, d'affirmer qu'on allait avoir un suffrage universel et qu'il n'y aurait plus des citoyens actifs et des citoyens passifs. On sait bien aujourd'hui ce que ça veut dire actif et passif, qui accède à certaines compétences, à certaines activités et pas à d'autres. C'est quelque chose qui est effectivement éminemment concret. Et en sciences politiques, un livre assez ancien, effectivement, s'appelait « Le sens caché » de Gaxi. Eh bien, ce sens caché, il existe de manière extrême aujourd'hui par les discriminations. Donc, qu'est-ce que c'était que la Première République? C'était d'affirmer qu'il ne fallait plus qu'il y ait des citoyens actifs et des citoyens passifs, mais simplement des citoyens, et même des citoyennes. Et même ces citoyennes qui ont été malmenées, très malmenées, ont voté pour la Constitution de 1793 dans les assemblées populaires qui les ont accueillies. Elles n'ont pas voté de la même manière que les hommes, mais elles ont affirmé leur amour de la Constitution malgré tout. Qu'est-ce que c'est que perdre la République? C'est perdre ce premier élément. Mais ensuite, c'est perdre toute l'histoire du mouvement ouvrier. Pourquoi on a réclamé la République sociale? Pourquoi il y a eu la Révolution de 1848? Et même la Commune de Paris. Qu'est-ce que c'est le conflit qui existe entre les différents types de républicanisme? Pourquoi Vichy se tourne contre la République? Si on oublie le sens du mot République, si on ne l'enseigne plus, si on le jette avec le bébé de la 5e et l'eau du bain de la corruption actuelle, eh bien, quelque chose sera perdu de toute une histoire de l'émancipation. Et c'est ça, ne plus faire d'histoire. C'est ne plus avoir les outils qui permettent de se donner le courage de chercher à être libre, à faire en sorte que cette liberté soit réciproque et permette l'égalité. Ce n'est plus avoir les outils
qui permettent de critiquer les mesures qui sont prises en expliquant qu'elles sont effectivement analogues au pire moment de notre histoire en tant qu'elle était régressive du point de vue des libertés. C'est ne plus avoir d'outils pour pouvoir aussi inventer. Parce qu'on n'invente pas sur une table rase complète. On n'invente pas sur une falsification des concepts. On n'invente pas sur le fait qu'on n'ait plus rien appris aux enfants à l'école. On invente en pouvant critiquer ce qui n'allait pas dans les précédents historiques. Et donc, c'est pour ça, c'est parce qu'on a besoin de l'histoire pour toutes ces raisons-là, qu'elle était l'institution civile fondatrice des révolutionnaires. Et c'est pour ça que nos dirigeants actuels n'en veulent plus, qu'ils ont réussi, dans la période Sarkozy, à l'éliminer pour les scientifiques du bac. C'est revenu, ça repart. On ne sait pas très bien ce qui est enseigné. Ce n'est pas très politisé, l'histoire qui est enseignée. Et une histoire dépolitisée, ce n'est plus vraiment une histoire. Parce que de la même manière que la géographie, comme disait Lacoste, ça sert d'abord à faire la guerre, eh bien l'histoire, ça sert d'abord à faire de la politique. Et donc, quand on se passe d'histoire, on détruit aussi la politique et on dépolitise les sociétés. Merci Sophie Vanish. Est-ce que Bernard Lahire ou Olivier Hill, vous voulez réagir à ce plaidoyer pour le savoir comme citoyenneté et arme politique ? J'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'il y a une méconnaissance de l'histoire, mais il y a une méconnaissance de la sociologie, de l'anthropologie, des sciences sociales plus généralement. Ce qui est quand même tout à fait effarant, parce que, je prends souvent cet exemple-là, mais quand les gens veulent construire un pont, ils vont chercher des ingénieurs, ils vont chercher des gens qui étudient le terrain, etc. Ça paraît normal. Bon. Quand il s'agit de transformer le monde social, alors là, on est en plein amateurisme. C'est-à-dire que plus personne ne s'appuie sur les chercheurs en sciences sociales, et on a une sorte de... l'idéologie qui remplace en permanence la connaissance du réel. Bon. Une connaissance qui est controversée. Il y a des luttes au sein des champs scientifiques, évidemment, mais comme dans les sciences dures. Ceux qui pratiquent les sciences dures savent très bien qu'il y a des théories qui tiennent partiellement, puis qui sont abandonnées, etc. On vit les mêmes choses. Et en même temps, il y a des choses qui sont solides. C'est-à-dire qu'on ne peut plus nous raconter aujourd'hui, on ne peut plus raconter aux citoyens aujourd'hui qu'on réussit scolairement par hasard, ou uniquement parce que les gens auraient des dons ou des talents distribués au hasard. Ben non, c'est faux. Et on l'a prouvé. Et ça fait à peu près 40 ans qu'on le fait, en France et dans tous les pays dans le monde où il y a de la sociologie. Donc, voilà, ça sert à ça. La même chose sur les inégalités d'accès à la culture, sur les inégalités d'accès à la santé, etc., etc. Alors, ce qui est quand même très étonnant, c'est que l'État, quand même, a eu besoin de créer l'INED, a eu besoin de créer l'INSEE, a eu besoin de tout ça pour piloter. La démographie, les statistiques. Voilà. On a besoin de connaître l'état d'une société pour savoir comment, si on veut la changer, parce que c'est pas toujours dit, mais en tout cas, si on prétend vouloir la changer, et la changer pour aller vers plus d'égalité, ce que souvent, à peu près tout le monde essaye de dire, parce que l'égalité, quand même, moins d'injustice, etc. Les gens qui, à gauche, qu'on attrape là aujourd'hui en flagrant délit de méconnaissance des sciences sociales, ils revendiquent encore l'idée, ces idéaux-là. Sauf que pour aller au bout de ces idéaux, il faut quand même connaître l'état des inégalités, l'état des rapports de force, des rapports de domination, etc. Et ça, s'ils ne s'appuient pas sur les recherches, je ne vois pas comment ils peuvent le connaître. Je m'arrêterai là-dessus, mais enfin, tout le monde s'est ému de ce que Fleur Pellerin ait déclaré qu'elle n'avait pas le temps de lire la littérature. Bon, moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de lire les sciences sociales. Parce que... Mais oui... Non, mais c'est pas contre les lettres du tout. C'est parce qu'elle est là pour transformer le monde de la culture, pour essayer d'aider ce monde, pour comment agir sur ce monde, sur le monde de la culture, sur le monde de l'école, sur la famille, sur les inégalités sociales diverses et variées, si on ne s'appuie pas sur
la connaissance de l'existant. Voilà. Olivier Hill et Sophie Vanish. Oui, deux remarques. Si tout le monde ne peut pas lire d'emblée, en tout cas sans effort, car il faut des efforts, les travaux de sciences sociales, que ce soit les travaux de géographie, d'économie, etc., en revanche, c'est beaucoup plus surprenant de constater qu'en France, contrairement à d'autres pays, je pense à l'Allemagne en particulier, les hauts fonctionnaires, dans leur parcours de formation, n'y sont pas assujettis. Ils peuvent très bien passer à travers, et j'en parle en connaissance de cause, connaissant un peu les concours de l'ENA, vous imaginez qu'à Sciences Po on les prépare, on n'arrive pas à faire passer cette idée très simple auprès des directeurs d'études de l'ENA qu'un énarque aujourd'hui doit avoir lu des travaux d'histoire, d'anthropologie, connaître les statistiques, etc., avoir ce bagage élémentaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que vous avez en France une coupure assez forte entre le monde des idées et le monde du pouvoir. C'est-à-dire que le monde du savoir ou des savoirs et le monde du pouvoir sont des mondes qui se regardent en chien de faïence. Et on le voit à de très très nombreux signes, je ne vais pas épiloguer. Mais surtout, et la deuxième conséquence est encore plus tragique, c'est que du coup, de très nombreux savoirs deviennent, sous la houlette des détenteurs de positions de pouvoir politique, des sciences de gouvernement. C'est-à-dire des savoirs qui s'instrumentalisent en vue de produire certains effets sociaux. J'en prends qu'un seul exemple, un seul, mais à dessein, qu'on a tous, je pense, gardé en tête, qui est celui de l'INSERM, qui n'est pas un petit institut, hein, donc responsable des recherches médicales en France, qui est l'équivalent du CNRS pour ce champ d'études, qui a été mobilisé pour aller produire, pour un ministère, des échelles qui permettent de classer des enfants entre 4 et 6 ans sur la variable, ou par rapport à la variable de leur dangerosité potentielle, c'est-à-dire des sortes de pré-liste de délinquants ou de liste de pré-délinquants, si vous voulez. Là, vous avez typiquement un élément, si vous voulez, d'instrumentalisation. Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles ça a été fait, on pourrait critiquer beaucoup. Mais ce qui me frappe, c'est que des chercheurs, sans doute aussi intègres que les autres, je ne veux pas les désigner, etc., comme ça, mais se soient retrouvés embarqués dans une aventure qui consiste à dire qu'un gamin à 4 ans, parce qu'il manifeste un peu d'agitation, qui monte sur la table, secoue avec son gilet comme ça au-dessus de la tête, parce que le pudding n'a pas été bon à midi, est déjà là potentiellement une menace pour la République et doit donc être fiché, suivi, accompagné psychologiquement. C'est un exemple, mais qui montre quoi ? Qui montre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où, et je finirai là-dessus, nous avons perdu, ce que Sophie Vanish a dit, moi, me paraît très important, nous avons perdu cet enseignement de l'histoire, qui était un enseignement critique, tourné vers le souci de l'indépendance, ce qu'on appelait dans la Grèce antique la parésia. C'est-à-dire l'habitude d'entendre des vérités désagréables, c'est-à-dire les opinions des autres, l'habitude de les entendre, de vivre avec, sans en être blessé, amoché, agacé. Et puis le deuxième élément, c'était l'obligation d'être franc, de dire ce que l'on pense, dans toutes les situations, ce qu'on appelle l'indépendance au fond. Ce sont deux vertus que les Grecs pensaient absolument indissociables de l'expérience démocratique à laquelle ils étaient particulièrement attachés au 5e siècle avant Jésus-Christ, que nous avons perdues, qui ont été le propre de certaines républiques, à un moment, qui l'ont enseigné. Et là, la disparition, par exemple, de l'histoire comme enseignement obligatoire dans les filières scientifiques en est une expression à sa manière, ou les menaces sur certaines disciplines, ou les attaques sur le souci de connaître, la peur que certains ont des connaissances. Vous avez des gens qui ont peur des connaissances, il faut le dire. Ils en ont peur. Ils pensent que c'est quelque chose qui va être dérangeant, etc. Nous sommes dans cette étape de notre histoire collective où nous retrouvons ces menaces, nous retrouvons ces risques collectifs. Sophie Vanish, on arrive un peu à la fin de cette table ronde. Je vais pouvoir vous parler des émotions, du coup, parce que Bernard Lahire disait « Je suis plus choquée qu'ils ne lisent pas les sciences sociales ». Mais en fait, les écrivains, eux, lisent les sciences sociales. Les gens qui font métier d'art, de ce que j'appelle la raison sensible, que ce soit le théâtre, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, que ce soit même les arts plastiques, qui aujourd'hui sont dans une très grande variété d'expressivité, eh bien, ce sont des gens qui sont très près des sciences sociales, qui ont en fait sur leur table de travail beaucoup de livres de sciences sociales et qui tentent de rendre ce savoir disponible sur un autre mode que celui qui doit diriger effectivement le travail scientifique, qui est parfois produit un rapport un peu aride et qui parfois aime cette aridité alors que c'est pas
nécessaire. C'est-à-dire la langue du savoir pourrait être une langue moins aride, pour le coup, plus sensible. Mais toujours est-il que ce travail de traduction, qui fait qu'on s'adresse pas simplement à une partie qui serait la partie purement intellectuelle de l'individu, mais à l'ensemble de sa personne, eh bien, c'est justement les artistes qui le font, les artistes, les littéraires, les théâtreux, etc. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose dans leur marginalisation depuis de nombreuses années qui est extrêmement grave, parce qu'on vient de parler à nouveau de l'Antiquité, mais au fondement de la cité grecque, il y a la parésia, mais il y a aussi le théâtre. La démocratie et la tragédie sont cousines. Pas simplement en tant que c'est la tragédie, mais en tant en tant que le savoir et les arts, c'est le fondement de ce qui permet d'être citoyen dans toute démocratie. Et que si ces objets-là ne sont pas valorisés par ceux qui dirigent d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'ecclésia ou que ce soit un pouvoir exécutif détaché, il peut y avoir des pouvoirs exécutifs éclairés. Le despotisme éclairé a été un peu éclairé. Il a été surtout despotique, mais il a été un peu éclairé. Donc, ça peut arriver. Mais toujours est-il que quand les arts et les savoirs deviennent des marchandises, au lieu de devenir le devoir sacré de la société, pour reprendre le vocabulaire de la Déclaration des droits de 1793, envers tous ses citoyens, alors quelque chose disparaît aussi du possible démocratique. Parce que le rôle des arts et des savoirs, c'est un peu comme l'histoire, c'est aussi de produire des institutions civiles qui permettent de mettre en scène la conflictualité et la fameuse catharsis des passions. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lieu réel pour la catharsis des passions qui soit commune. Quand on allait au théâtre et qu'on assistait soit à une comédie, soit à une tragédie, en tout cas à l'ensemble du cycle du concours de la chorégie, alors tout le monde était là, y compris les femmes et les esclaves. C'est-à-dire que c'était un spectacle pour toute la société. Aujourd'hui, ce qui caractérise nos sociétés, c'est une extrême segmentation de la manière dont on accède aux différents arts et savoirs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des arts et des savoirs dans toutes les classes sociales. Il y en a dans toutes les classes sociales. Mais ce ne sont pas les mêmes. Du coup, ça ne peut plus jouer ce rôle d'unité, non pas parce qu'on serait d'accord, mais parce qu'on met en scène le désaccord et qu'on réussit à produire les émotions qui vont permettre ensuite de réfléchir sur ces émotions, de produire un désir lié à l'expérience qu'on a eue émotive devant ce spectacle, à la lecture de ce livre, devant cette œuvre d'art, qu'elle soit une sculpture ou une peinture. Et c'est ça qui est en train d'être perdu aussi aujourd'hui. Et donc, l'état d'urgence, c'est quoi? C'est une espèce d'inflation d'une politique de la peur. On a commencé par ça, on peut finir par ça. La politique de la peur n'a pas besoin de la catharsis des passions. Elle a besoin d'être constamment renouvelée. On renouvelle la peur. On ne veut pas épurer la peur. On veut qu'elle soit constamment renouvelée. Moi, j'ai jamais entendu autant de sirènes dans le 18e arrondissement que depuis le 13 novembre. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait besoin d'un seul coup d'autant de sirènes. Voilà, je ne suis pas convaincue. J'ai jamais vu autant de cars de CRS traverser. J'ai jamais entendu autant de discours anxiogènes un peu partout, pas spécialement chez moi parce que je ferme la radio dans ces cas-là, mais on va à la boucherie, il y a effectivement l'écran, et l'écran est anxiogène. Alors les bouchers, et les bouchers de Barbès en particulier, j'habite à Barbès, ça les fait un peu rigoler et ils sont contents qu'on rigole avec eux quand on regarde ce qu'il y a sur l'écran. Mais ça n'empêche que c'est anxiogène en permanence. Et donc on est dans une société qui produit en fait non pas l'épuration des passions, mais l'accélération des passions qui dissocient. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de casser la société. C'est un peu la logique de Margaret Thatcher, faire en sorte qu'il n'y ait plus de société. À ce moment-là, effectivement, la responsabilité individuelle est totale et la solitude aussi. Merci à tous les trois. On attend, au fond, l'insurrection de ceux qui font travail de recherche collectivement, dans leur diversité, comme nous avons dit maintenant et que nous sommes œcuméniques de Taubira à Fillon. Donc nous espérons que vous allez faire surgir tout ce monde de la pensée contre ceux qui voudraient qu'il n'y ait plus de société. On arrive à la fin, je vais dire quelques petits mots de conclusion. Merci. Merci à toute l'équipe municipale de la ville de Grenoble.